Waouh. Oh, le coup dur. Eddie Jordan est mort. Bon, il est décédé donc le 20 mars 2025. Triste. Il était âgé de 76 ans, il avait un cancer surtout, on avait déjà dit il y a quelques mois de ça. Il avait l'air d'aller mieux, mais au final, pas tant que ça. Hein. Et Eddie Jordan est décédé paisiblement avec sa famille et ses côtés au Cap aux premières heures du 20 mars 2025 à l'âge de 76 ans, après avoir lutté contre une forme agressive de cancer de la prostate au cours des 12 derniers mois. Aïe aïe aïe, bon, écoutez, triste. La nouvelle génération de fans se souviendra certainement de lui grâce au podcast divertissant et instructif Formula Force Success qu'il animait avec son cher ami et ancien pilote de F1, David Coulthard. Mais Jordan était aussi propriétaire d'une équipe et un directeur très accompli. Il a travaillé avec de nombreux grands talents de la F1, mais aussi dans les séries d'alimentation. Martin Brundle, qui courait pour Jordan, a affronté Ayrton Senna dans ce qui fut une des batailles les plus épiques du championnat du monde de Formule 3. En F1, l'Irlandais, au caractère bien trempé, a fait ses débuts en tant que propriétaire et directeur d'équipe en 91. C'est en effet lui qui a permis à Michael Schumacher de faire ses débuts en F1 en Belgique, où l'Allemand s'était qualifié 7ème, après quoi il avait été embauché par Briatore. Au milieu des années 90, les courses de Grand Prix de Jordan étaient une force avec laquelle il fallait compter. Il se battait souvent pour la gagne, avec des équipes de prestige comme McLaren, Ferrari et Williams. La dernière victoire de l'équipe en Grand Prix remonte à 2005. Quoi ? Non, c'est pas possible ça. Le dernier podium, c'était Indianapolis 2005, oui, avec Montero, parce que bon, il y avait plus que 6 voitures en piste avec cause de Michelin, mais pas la victoire. Hein. Bon, on va regarder sur Stat F1 parce que on va être, j'aime les choses claires. C'est 2003, monsieur GP Blog. Brésil 2003, évidemment, avec Fisichella. Carnage aussi, Brésil 2003. Il y a eu 2 victoires en 99 et une en Belgique en 98. 4 victoires au total. Et effectivement, oui, le dernier podium, c'est comme j'ai dit, Thiago Montero d'Indianapolis, avec un moteur Toyota. Après de nombreuses difficultés, l'équipe a été vendue à Midland Group en 2005 et est devenue Midland F1 en 2006. En 2007, elle a de nouveau changé de main. Elle a baptisé Spiker, fameuse marque hollandaise en plus. Puis en 2009, après une nouvelle vente, elle est connue sous le nom de Force India, qui est aujourd'hui devenu Racing Point puis Aston Martin. Alors hommage évidemment des acteurs de la F1, As qui rend hommage à Eddie évidemment, la F1 également, Martin Brundle, lui aussi. Et puis il y aura des hommages des pilotes, hein, j'imagine, en interview au Grand Prix de Shanghai, en Chine. Ah, c'est triste, en plus la veille d'un début de week-end de course, ça tombe assez bizarrement. Mais au final, je pense qu'il y aura un hommage, hein, une minute de silence, je pense, sur la grille dimanche, à mon avis, pour lui. Ils le feront. Ouais, ce sera mérité d'ailleurs. C'est un grand acteur de la F1 quand même. Bon bah RIP, Eddie, et puis condoléances à la famille. Alonso se pense toujours aussi bon pour la Formule 1. Moi j'en suis pas si sûr quand même. Honnêtement, j'ai commencé à avoir des doutes sur lui. Parce qu'encore une fois il a Stroll à côté. D'ailleurs Stroll qui a quand même bien performé à Melbourne. Hein, au final, lui au moins c'est pas craché, il a fini 6ème. Hein. 7 pilotes sur la gagne n'étaient pas encore nés quand Alonso a fait ses débuts officiels en tant que pilote de Grand Prix en 2001. Comment se sent-il face à cette stat remarquable ? C'est un privilège de continuer à faire ce que j'aime et à courir. J'ai eu la chance de courir et d'expérimenter de nombreuses époques différentes du sport. Et je suis toujours là, je me sens toujours aussi compétitif et motivé et frais pour voyager à travers le monde et piloter ces voitures. Et le plus important, c'est de se sentir compétitif. Si ce sentiment venait à disparaître, que se passerait-il alors ? Si un jour je sens que je ne suis pas rapide, que j'ai du mal à suivre le rythme, ou quoi que ce soit, je serai le premier à le dire. Et à ne pas apprécier. Je suis quelqu'un d'ultra compétitif, donc pour moi la chose la plus importante est que j'ai fait mes débuts en 2001. J'ai couru le tout premier Grand Prix de Chine en 2004, et ici, nous sommes en 2025, je suis aussi rapide que je l'étais à l'époque. Plus rapide maintenant parce qu'il y a des outils différents et des possibilités différentes pour nous, les pilotes, de nous améliorer tout au long de notre carrière. Donc comme je l'ai dit, je me sens privilégié d'être ici. Très bien, eh bien, on verra, on fera les comptes. Hein. Peut-être qu'il fera encore une belle saison 2025, du coup, qu'il éclatera Stroll à nouveau. Mais moi j'en suis pas aussi sûr. Il sera peut-être devant au final, mais pas beaucoup, cette fois. On verra, peut-être que je me trompe. Déjà là, il y a des points à rattraper de sa part, hein, vu que Stroll a fini 6ème. Il va falloir, dès le Grand Prix de Chine, finir devant lui et marquer des points, hein, Fernando. Allez, d'ailleurs, sacrée coupe de cheveux. Ça a bien poussé, là. Hein. Allez, ciao. Sky Sports cible Marco, mais Adjar tient à le défendre quand même. Il défend son bourreau, Isaac, c'est beau. Je l'ai eu au téléphone le lendemain et tout va bien. Je le connais depuis quelques années maintenant, j'y suis habitué, je sais comment il travaille. Aussi, un autre point, je pense qu'il a dit ça dans un moment d'énervement. Il parlait en allemand, il a été interprété différemment, il n'était pas au courant du langage corporel, je n'ai pas vu les images. Je ne peux pas dire grand chose. Mais à part ça, je vois tout l'amour des fans et des gens. Je m'attendais pas du tout à cela quand j'ai fait mon crash. C'était sympa. Albon, qui a également connu des débuts difficiles chez Red Bull, a été invité à donner des conseils à Adjar. Profite de la situation, apprécie le processus. A déclaré Albon avant d'éclater de rire. Ok.
Et Adjar a déclaré aussi, j'ai trouvé ça gênant moi-même de pleurer comme ça. Bon, bah écoutez, si lui-même a trouvé ça gênant, alors tout va bien. En espérant qu'il remonte la pente au Grand Prix de Chine, évidemment. Mais bon, normalement il pleuvra pas, donc déjà il n'y aura pas ce problème-là. Donc on verra bien comment ça se déroule pour lui. Norris revient sur le Grand Prix d'Australie. Donc ça c'était les interviews des pilotes le jeudi, là, avant la Chine. J'étais pas au courant de ce qu'ils ont dit à Oscar, c'était littéralement juste pour 2 ou 3 tours au moment où nous sommes passés sur les retardataires, qu'ils ont voulu figer la position. C'est juste à cause des conditions risquées, nous sommes 1 et 2. Nous aurions l'air de parfaits idiots si nous essayons de faire la course et que nous faisions tous les deux à hors-piste. Oui, mais alors attendez, parce que là c'est un peu facile de figer les positions comme ça alors que les deux se valent au niveau de talent et au niveau des performances. Faut pas qu'ils y jouent à chaque course non plus, ça va gueuler sinon. Ils nous ont donc demandé de garder notre position pendant quelques tours et ensuite la course a pu commencer. Je suis sûr que nous en parlons davantage, nous avons même parlé un peu ce matin, mais c'était juste dans l'intérêt de l'équipe, pas le mien, ni dans celui d'Oscar, ni quoi que ce soit d'autre, c'est juste McLaren. Nous sommes premiers et deuxièmes, nous ne faisons rien de stupide quand nous en avons besoin. Quand nous en avons pas besoin. Il reste encore beaucoup d'opportunités pour Oscar d'essayer de faire la course avec moi. Oui, mais alors dans ce cas-là, explique-le. Tu expliques à Oscar, vous arrivez sur des retardataires, gelez les positions 2-3 tours. Ça aurait été plus clair en fait, même pour les fans, et même pour lui, pour Oscar. Parce que là il dit all position, ok super, bon bah ça veut dire quoi, que je peux pas me battre toute la course en fait? C'est tout simplement stupide d'essayer de forcer une situation alors que nous sommes derrière des marqueurs arrière, des drapeaux bleus, si vous êtes hors de la ligne à cette partie de la course, vous êtes dans le mur. Ouais bon, j'attends de voir quand même comment ça se déroulera au fur et à mesure des courses, entre les deux. J'espère que McLaren ne va pas les saboter, surtout que maintenant Norris a 18 points d'avance, même plus que ça, 23 du coup. Sur Norris, sur Piastri. J'espère qu'ils vont pas saboter Piastri trop souvent non plus là, parce que ça va commencer à saouler. On verra bien. Lawson s'énerve par rapport à Zak Brown. Qu'est-ce qu'il a, Yam? Calme-toi quand même. Après le Grand Prix d'Australie, Brown a déclaré que Red Bull faisait souvent des choix étranges en matière de pilote. Lawson a vivement répliqué au PDG de McLaren lors de la traditionnelle journée des médias. Je ne pourrais pas me soucier moins de ce que dit Zak, pour être honnête avec vous. Je ne pense pas lui avoir jamais parlé. Je n'ai lu aucun média social au cours de ces 2 dernières semaines, toujours en tant que pilote. Si vous avez un bon week-end, vous voulez parfois vous asseoir pendant un petit moment. Puis vous avez un mauvais week-end, vous voulez juste reprendre la course. Alors pour moi, c'est bien. C'est bien ça. Bon, bah écoutez, ouais, alors peut-être qu'au final, il faut peut-être lui laisser un peu de temps parce que Liam Lawson n'a pas été trop mauvais l'année dernière chez AlphaTauri, donc enfin chez VCarb. Donc bon, faut peut-être pas tirer sur l'ambulance trop vite non plus. Faut lui laisser le temps de prendre ses marques chez Red Bull. Par contre, si à mi-saison c'est toujours pareil, qu'il fait pas de résultat, là, oui, il faudra peut-être commencer à se poser des questions sur sa réelle valeur, quoi. Mais bon, encore une fois, j'ai l'impression que cette deuxième Red Bull est maudite. Que tu mettes Lawson, Perez, Tsunoda, même peut-être, ou même Adjar, ce sera toujours les mêmes résultats, c'est-à-dire à 5 ou 6 dixièmes de Verstappen, quoi. Il n'y a que lui qui arrive à conduire cette Red Bull qui est taillée pour lui, et les autres n'y arrivent pas. C'est la réalité. Hein. Il faudrait cloner Verstappen, en fait. Tu le fous dans la deuxième Red Bull, et là c'est bon, quoi. Mais c'est pas possible. Bref. Verstappen pourrait rester plus longtemps en F1 si la FIA ramène les V10. Oui, bah non, du coup, si on pouvait ne pas ramener les V10. Qu'est-ce qu'il a déclaré, Max? Peut-être que oui, en tout cas, c'est beaucoup plus attrayant que ce que nous avons maintenant, a déclaré Verstappen. Mohamed Ben Sulayem est un fervent partisan du retour des moteurs V10 en Formule 1. Il a récemment exprimé son enthousiasme sur les médias sociaux, déclarant qu'il adorerait entendre à nouveau le son des V10. Donc on a vu précédemment qu'il réfléchissait à annuler la réglementation 2026 au dernier moment. Ce qui me paraît impossible, il y a trop d'argent qui a été mis en jeu déjà. Mais bon, ce mec a l'air d'être dingo, alors j'ai l'impression qu'il fait tout pour se faire remarquer, et qu'il veut ramener les V10, tout ça pour conserver sa place et être réélu fin décembre 2025. Parce qu'il y a d'autres élections du coup qui vont arriver, et s'il arrive à faire revenir les V10, tout le monde va revoter pour lui en fait. C'est ça qui se dit aussi, Ben Sulayem. Donc j'aime pas trop le jeu auquel il joue lui. Il veut faire revenir les V10, tout ça pour opportunisme, et pas pour une vraie passion je pense. Hein. Très clairement. Bref, on verra comment ça évolue, je vous tiendrai au courant de toute façon. Sinon, Max, il y a des V10 dans d'autres disciplines, hein. Tu peux aller en WEC si tu veux au pire. Hein. Sinon, en Super Formula, je crois qu'ils ont des moteurs un peu comme ça aussi. Je sais plus exactement, mais... Allez hop, du balai Max.